Bonjour, eh bien, on l'a échappé belle, Céline. Hein? Oui, jusqu'à présent. C'était hier? C'était hier l'exercice et justement nous avons les acteurs de cet exercice avec nous aujourd'hui. Oui, ils vont en parler tout à l'heure dans le vif du sujet, parler un peu de cet exercice de Carib Wave. Alors, première question à Joël Gaël Musquet, pardon. Pourquoi cet exercice? C'est un exercice qui est organisé par l'UNESCO depuis 2011 pratiquement pour pallier en fait au manque de préparation des populations face à des tsunamis. On en a eu deux majeurs qui ont quand même défrayé l'actualité. 2004, Asie du Sud-Est. 2010, on a eu 2011 celui de Fukushima au Japon. Une nation qui n'était pas préparée. On a vu les dégâts que ça a causé en Asie du Sud-Est. Pas d'information, pas forcément d'alerte, pas forcément de dispositif d'évacuation, de routes balisées. Et le Japon, qui est une des nations les mieux préparées à ce type de catastrophe et qui, malgré ça, sur ses centrales nucléaires, par exemple, se retrouve impacté. Donc, le constat, il est simple, il faut que les populations soient préparées. Est-ce que nous sommes en état de préparation en ce moment? Alors, l'État a prévu justement de participer. Donc, hier, l'État a participé via l'état-major de zone à cet exercice. Nous sommes des citoyens lambda avec Olivier. Nous avons des associations participant à titre citoyen à cette veille sur les risques, comme d'autres associations, comme d'autres dispositifs qui existent. Nous, ce que l'on a voulu vraiment faire, c'est se mettre dans les conditions réelles avec nos compétences réseau, nos compétences informatiques, nos compétences communautaires, cartographiques, et voir comment, en tant que citoyen, on peut être utile à la fois pour nos territoires, mais aussi pour l'État qui a une action sur laquelle on ne se substitue évidemment pas. On n'est pas là pour évacuer la désirade, parce que c'est où on était. Mais en revanche, avoir des actions complémentaires qui peuvent aider les autorités à avoir les meilleurs dispositifs possibles. Alors justement, Olivier, peut-être deux mots sur comment ça s'est organisé hier. Vous étiez sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? Donc en fait, il y avait deux axes au niveau de l'intervention. Il y avait effectivement l'axe alerte, c'est-à-dire de voir comment on pouvait relayer ou participer, donc c'est tout, notamment la présence sur les médias sociaux, etc. Et le deuxième axe, celui qui était un peu plus technique, c'était la mise en place d'un réseau de secours entre la Grande Terre, qui partait de Saint-François, jusqu'à la Désirade. Donc au niveau de cet exercice, on a d'une part mis en place ce réseau, donc c'est un réseau radio, avec le plus grand tronçon qui fait 24 km, et on avait déployé sur ce réseau des services pour permettre aux populations d'échanger, de faire des appels de secours, ou également aux services en charge d'intervenir, de pouvoir directement communiquer avec les populations. Parce qu'il faut imaginer qu'en cas de catastrophe, la radio, ça peut être le seul moyen qui nous reste pour communiquer finalement et prendre des nouvelles, par exemple, des dépendances en cas de catastrophe. Tout à fait. On a vraiment, avec Guadalupe, voulu se focaliser sur ce scénario-là, sur le fait que plus de réseau, plus de téléphone, réseau saturé, réseau inexistant, coupé, plus d'énergie. Comment on fait pour communiquer? Alors on parle beaucoup de médias sociaux en gestion d'urgence, MSGU. S'il n'y a pas d'internet, pas d'électricité, pas de GSM, comment on fait pour tweeter? Comment on fait pour envoyer des messages sur Facebook? Comment on fait pour envoyer des SMS? Voilà, c'est vraiment se mettre. Et nous, avec nos compétences et nos logiciels, nos ordinateurs, nos appareils... C'est possible finalement de communiquer sans électricité, sans énergie, sans... Là, sur les images que vous avez vues, on a fait des photos, on a tout documenté. On a eu un problème, on a alimenté une partie du faisceau avec une voiture. L'allume-cigare ne fonctionnait pas. Donc là, on est vraiment dans des situations où ça peut arriver le jour du tsunami. Et bien, on a branché le faisceau, les antennes sur la batterie directement. On a posé une roche dessus pour que ce soit stable. C'est vraiment les conditions précaires auxquelles les populations peuvent être confrontées. Et ça peut tenir combien de temps? Alors là, on a tenu pratiquement toute la journée. On a allumé le faisceau vers 10h du matin au début de l'exercice. On a été en partie donc, à midi, mais on a continué à travailler directement sur la plage. Parce qu'en fait, le faisceau partait de Saint-François, il remontait sur la chapelle à la Désirade en hauteur et redescendait sur la plage Fifi à la Désirade, où on était en station avec une dizaine de personnes, avec des compétences différentes. Particulièrement moi, par exemple, sur la cartographie, voir exactement où étaient nos équipements et pouvoir donner d'ici à la fin de la semaine un retour d'expérience à l'état-major de zone qui nous a contactés et qui est intéressé évidemment pour reproduire ce type d'expérimentation et préparer 2016 et voir comment évidemment en 2016
avec l'État, on va pouvoir être efficace, porter ces logiciels, porter ces bonnes pratiques et former des techniciens, former des hommes, des femmes qui, en cas de catastrophe, sont capables de prendre le relais. Alors, justement, parce que le souci, c'est que vous êtes des techniciens européens pour ce genre de choses. Mais est-ce que le commun des mortels est aujourd'hui en mesure de pouvoir utiliser ces logiciels libres? Complètement. Justement, l'un des objectifs de l'exercice, c'était de montrer que non seulement c'était faisable, mais c'était finalement aisément faisable. Le matériel qu'on a utilisé, c'est du matériel standard, c'est-à-dire qu'en tout, en budget matériel, il y en a pour moins de 1 000 € pour tout faire, dans ce qu'on a utilisé hier. C'est un kit Enfin, c'est un kit que nous, on a fait à partir de matériel existant. Mais effectivement, on peut tout à fait décliner ce kit sous forme de valisette. À partir du moment le déploiement a duré, et donc il y avait 2 points, on va dire 10 à 15 minutes. On avait tout préparé avant. Quelqu'un, si on lui donne une valisette, qui sait où il doit aller, même avec un mode d'emploi, dans quelle direction orienter l'antenne, il assemble les affaires et c'est tout. Là, concrètement, on avait tout préparé avant d'être à la Désirade. On est arrivé, on a ouvert nos sacs, on a vu à quel point on allait poser nos antennes. 10 minutes après, on était connectés. Dans le scénario qu'on a fait, on voulait effectivement créer ce faisceau entre la Désirade et la Grande Terre, mais le but, puisqu'on se mettait un peu en situation, c'était de se dire que la situation s'améliorait avec le temps. Donc l'Internet revenait en Guadeloupe, mais pas à la Désirade. Donc du coup, on pouvait de la plage accéder à l'Internet via notre pont en passant par Saint-François. Et dans le scénario, on allait encore plus loin, on disait qu'il y avait d'autres événements qui fait que le pont qu'on avait mis entre la Désirade et Saint-François disparaissait. Or, les petits ordinateurs qu'on avait mis qui diffusaient des services se répliquent entre eux. Ce qui fait que même si le faisceau était coupé, les services qu'on avait mis à Saint-François devenaient disponibles à Désirade, et quand le faisceau revient, ces boîtes s'échangent et les informations que des publiés à Désirade sont accessibles à Saint-François et inversement. Et tout ça, je le répète, à partir du moment où les choses sont correctement préparées et les gens formés un minimum, est tout à fait aisément déployable. Moi j'ai une question, imaginons qu'une catastrophe intervienne en pleine nuit justement et comment ça se passe en fait si on est tous tranquillement en train de dormir, comment on fait pour... de quelle façon on sera informé en fait qu'il faut évacuer certaines zones? Alors ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'est un exercice international. Donc d'autres pays participaient à cet exercice et je pense qu'il va être intéressant après le débriefing justement sur l'intégralité en fait des expériences, des exercices qui ont été réalisés, voir quelles sont les bonnes pratiques. Donc nous venons à rajouter un peu l'eau au moulin avec nos bonnes pratiques à nous. Évidemment, l'état-major de zone a ses pratiques, il a son hélicoptère, il a ses alertes radio, il a les agences comme Météo France. Nous, notre métier et notre tâche, ce n'est pas de se substituer au NOAA, à Météo France, aux agences qui gèrent chacune dans les îles ces différents messages d'alerte, ces différents canaux. Évidemment, tout le monde aujourd'hui pratiquement dispose d'un téléphone, tout le monde dispose d'un ordinateur ou d'une tablette, pratiquement en équipement, où on a un voisin ou au moins par foyer des dispositifs qui permettent d'être contactés. Comment nous, à partir de nos expérimentations, on peut diffuser et descendre un peu le niveau de technicité, c'est exactement ce que vous disiez, pour ramener cette alerte-là sur des appareils grand public. Le téléphone, c'est un des moyens. Pourquoi pas demain, on a obligation maintenant de poser des dispositifs de détecteurs de fumée. Pourquoi pas demain avoir un détecteur de fumée, diffuseur d'alerte, en même temps tsunami. C'est une idée qu'on a, par exemple. Comment on peut, de manière électronique, informatique, développer ce type d'appareil qui diffuse un message en français, en anglais, en espagnol, en créole, pourquoi pas, et que nous ayons l'information en langue en nous, et que les touristes, parce qu'on parle des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Trinidadiens, mais on est une zone fortement touristique, il y a des navires qui croisent, on pense souvent aux personnes à terre, mais il y a des personnes aussi en mer. Est-ce qu'un navire a intérêt à accoster? Bon voilà, comment on met à disposition de ces personnes des moyens, des vecteurs de communication grand public, qui permettent d'avoir l'information et de savoir quelle disposition prendre. Est-ce qu'on évacue à pied? Est-ce qu'on évacue à vélo? Est-ce qu'on évacue en voiture? Surtout pas. Vers quel point on se dirige? À Sitiraki, Mounoukaï, réfugiés, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a aussi des problèmes de propriété. Donc les gens vont emprunter des chemins, ok, mais ils vont peut-être devoir, selon le quartier, se mettre sur des terrains agricoles, des terrains, etc. Il y a tout ça auquel on ne pense pas forcément. Ce sont des crises qui n'arrivent pas souvent, mais sur lesquelles il faut sensibiliser les populations parce que ce sont elles qui sont en danger. Que les autorités le savent, c'est très bien, mais il faut penser aux 450 000 habitants derrière qui n'ont pas l'information, qui dorment, qui sont à Jarry, qui sont à Bémao, qui sont sur la route, qui sont sur le littoral, qui sont à l'hôpital et qu'il faut secourir.
Olivier Vanté, Guadalogue, alors, comment vous êtes arrivé au logiciel libre? Parce que bon, les open source, on en parle comme ça, et puis après, on oublie que finalement, la plupart des logiciels existants ont leur versus en libre. Alors, Guadalogue, au départ, donc le Guadalogue, c'est une association de Guadeloupe oui. Qui a 9 ans et qui réunit les utilisateurs de logiciels libres, des curieux, des artistes, des entrepreneurs, c'est-à-dire vraiment c'est autour de la curiosité informatique. L'avantage du logiciel libre, un logiciel on peut l'utiliser. Un logiciel libre, je peux l'utiliser, je peux le diffuser, je peux le changer. Si je ne veux pas parler d'informatique, c'est comme la nourriture. Si on va manger ensemble, qu'on se partage la recette, après, celui qui a été reçu peut refaire la même chose chez lui, le faire avec ses propres produits, son habitude. Peut-être que moi je suis végétarien, je ferai le même plat que vous m'avez fait goûter, mais juste avec des légumes. Un logiciel, c'est la même chose, c'est une recette, il y a des ingrédients, il y a une manière de procéder. En général, quand on utilise un logiciel, on a juste l'usufruit de la recette, mais la façon dont elle est faite est cachée et on a une licence qui nous interdit de le faire. Une licence qui m'interdit de partager mon assiette avec mon voisin. Le logiciel libre, c'est l'inverse. Et un logiciel, vu que c'est quelque chose d'abstrait, il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est uniquement de l'idée, c'est du savoir. Donc toutes les licences qu'on a aujourd'hui sur le logiciel sont une façon d'empêcher l'idée de passer. On sait tous écrire. Par chance à cette table, on ne paye à personne le droit d'utiliser l'écriture pour transmettre un message. On ne paye à personne le droit de lire un message. Ah vous avez le droit d'écrire, mais qu'une recette de cuisine, monsieur. Vous, ce sera uniquement de la poésie. L'informatique, c'est la même chose. Sauf qu'il y a tout un système, aussi bien de représentation que de dispositifs légaux, qui ont tendance à obscurcir la chose et empêcher tout le monde de savoir utiliser la chose. Donc nous, c'est vraiment cet aspect-là. Et si on a rejoint l'exercice Caribweb, c'est d'une part grâce à des gens comme Gaël qui, avec leurs compétences de géographe, ont une vision un peu plus large que uniquement l'informatique. Et au niveau du logiciel libre, il y a un fort mouvement citoyen, ce qui fait que j'ai envie de dire que ça coule de source, sans jeu de mots, qu'on participe à ce genre d'initiative. Alors, je fais une extension. Est-ce que demain, on aura des logiciels libres pour libérer un petit peu les portables? Parce que là, ils existent déjà. Ça existe déjà. Bien sûr. Au niveau du Guadeloupe, par exemple, dans certaines actions qu'on a faites, on a un proxy du store Android, Made in Guadeloupe, qui nous sert que à nous. On a des applications, donc certaines qu'on n'est pas censé pouvoir, c'est pas illégal, je vous rassure, qu'on n'est pas forcément censé avoir en Guadeloupe. Et surtout, ça fait que puisqu'on est plusieurs à l'utiliser, on brouille les pistes. Google ne sait pas que toi tu as utilisé ça, toi tu as utilisé ça, etc. Donc voilà tout à fait le genre de choses qu'on peut faire, y compris en Guadeloupe. On a par exemple la fondation Mozilla, qui produit Firefox, qui a aujourd'hui développé un système d'exploitation pour téléphone qui s'appelle Firefox OS, qui est une version libre qu'on peut installer sur ses téléphones compatibles. Parce que Apple nous emmerde, si je puis dire. Alors j'en parle même pas de Google, c'est encore pire. C'est des entreprises, alors, elles ont des stratégies commerciales et des stratégies techniques de plateformes qui sont effectivement peuvent poser problème quand ces plateformes abusent de leur monopole, évidemment. C'est le cas. Et donc, du coup, nous, notre boulot, notre travail en tant que citoyen, c'est de favoriser la biodiversité des solutions techniques. C'est la même chose. Et aussi de permettre d'informer le public. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui sur ce plateau. C'est un peu ce qu'on faisait hier à la Désirade. C'est un peu ce que je fais au sein de ma collectivité en Ile-de-France. Et quand je reviens ici dans mon île natale en Guadeloupe, c'est à la fois l'occasion pour moi de partager 3 choses. Évidemment des valeurs avec Guadeloupe, par exemple, de la solidarité qui est un des piliers de notre nation, mais aussi du matériel. La région Ile-de-France, par exemple, au sein de l'agence où je travaille, souhaite aussi accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur appropriation du numérique, dans l'action citoyenne, dans la consolidation des communautés. Et parfois, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros suffisent à amorcer, faciliter des initiatives. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Guadeloupe. Une partie de l'infrastructure radio qui a été déployée sur la Désirade a été financée par la région de France, mais aussi par la RATP, qui a priori ne sont pas concernés par des tsunamis. Mais c'est une manière pour elles aussi d'utiliser l'outre-mer comme des laboratoires où on va pouvoir consolider des communautés qui techniquement, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui en Ile-de-France, vont pouvoir les accompagner sur la modernisation des infrastructures, sur l'accès à l'Internet dans des zones rurales, sur la mise en capacité des citoyens. On a des agriculteurs en métropole qui tirent de la fibre optique parce que l'État, parce que les collectivités n'en sont pas capables, n'en voient pas l'opportunité, n'en ont pas les moyens. Dans ce qu'on appelle tout à fait. Donc,
l'agriculteur a un tracteur, il a une trancheuse, il va faire des tranchées le week-end, etc., poser sa fibre. C'est aussi ça pour nous, cet exercice Carib Wave, c'est aussi de montrer à nos élus une chose, c'est que quand on injecte de la transparence, quand on implique les citoyens, quand on leur fait confiance, on est capable aussi, ces élus, de les accompagner dans la gouvernance de l'Internet. Évidemment, faire arriver la fibre en Guadeloupe, c'est une chose. Redistribuer ce bien commun, parce on se rend bien compte que le numérique devient un bien commun, le redistribuer au moment d'un exercice comme celui-là, avec un faisceau herdien par exemple, c'est une manière de montrer à nos élus qu'on est capable de faire des choses. Et quand je rencontre des pompiers, quand je rencontre des SAMU en métropole, et aussi en Guadeloupe, et aussi en Martinique, c'est aussi ça qu'on souhaite leur apporter. C'est leur montrer que ces logiciels libres leur permettent de se libérer, évidemment, d'infrastructures techniques, faire des économies, mais surtout de ne pas être tributaire du calendrier des agendas des éditeurs, qui évidemment s'engraissent souvent sur le dos des collectivités. Et afficher ce matériel, afficher ces initiatives-là, c'est aussi amener ces élus à nous rejoindre dans ces communautés d'experts qui sont présentes sur le territoire. Moi, je fais la navette entre la Guadeloupe et la Martinique, mais Olivier est là, d'autres techniciens sont là pour accompagner ces collectivités dans cette appropriation de l'outil technique. Alors moi je reviens à l'exercice d'hier, donc en Guadeloupe vous étiez combien, une quarantaine, c'est ça? Alors, avec, de votre côté? Au total, nous, sur l'équipe citoyenne à la Désirade, on était une dizaine. Voilà. Et je pense que le COD et la préfecture de Guadeloupe pourront donner les chiffres exacts puisqu'ils vont faire un débrief. Donc là, je préfère les laisser s'exprimer sur le nombre total des personnes recensées. Donc ma question était par rapport à d'autres îles de la Caraïbe, est-ce que voilà, on était plutôt bon élève hier? Est-ce qu'il y a d'autres îles dans lesquelles les citoyens sont encore plus impliqués? Alors là encore, j'ai pas les retours, mais on a entendu des évacuations à Bémao, à Port-Louis, en Martinique. On a été informé qu'il y a eu des évacuations. Donc ça, par rapport à l'année dernière, c'est déjà énorme que les populations aient quand même été sensibilisées. Quand on regarde en revanche sur les réseaux sociaux, les services de l'État n'ont malheureusement pas toujours les moyens d'être présents sur ces réseaux sociaux. Donc le compte Twitter, le compte Facebook existe, mais il faut les animer. Ils s'y mettent, mais ce sont des nouveaux métiers, donc il faut des postes, il faut former des gens. Donc les moyens arrivent, mais pas forcément aussi vite que les pratiques de ces personnes. Or, ces réseaux sociaux, quoi qu'on dise, sont utilisés par les populations en métropole ou ici pour transmettre des informations vraies ou fausses. Et dans les deux cas, il faut que l'État et les collectivités soient présentes sur ces réseaux sociaux pour confirmer ou infirmer. Donc, quand on regarde ce qui se passe effectivement dans d'autres pays, le Panama, le Venezuela, Maracaibo en force. Si vous regardez les tweets Carib Wave, Maracaibo a été extrêmement impliqué, des cartes en ligne, des rues qui ont été évacuées, qui ont participé à l'exercice, des photos, des films de propagande, entre guillemets. Le Panama, pareil, on a des volontaires technologiques citoyens comme nous qui étaient présents et qui ont fait une curation, donc montrer une carte des réseaux sociaux qui montre comment les citoyens, comment l'État, comment les collectivités se sont impliqués. Et 2016, alors là on est en 2015. Il y a des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché. On n'aura pas d'excuses en 2016. On n'a pas fait les exercices chacun dans nos coins, heureusement. Mais 2016, ça sera aussi l'occasion d'avoir des convergences entre l'État, les collectivités et nous, citoyens, les autres îles de la Caraïbe. Alors, l'espoir, et j'ai encore des antennes à Paris, dans la cave de la fonderie ou de l'agence numérique où je travaille, des antennes de mètres qui vont être livrées en Guadeloupe. L'objectif, ça sera de relier la Dominique. Oui. L'objectif, ça sera de relier Marie-Galante. Ça sera de relier les Saintes et de se dire, voilà, dans chaque dépendance, avoir des unités citoyennes comme ça, qui sont capables de mettre en route des réseaux, qui vont permettre des échanges, signaler des disparitions, remonter des blessés, etc. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est celle des capteurs. Alors, d'accord, ils existent, mais est-ce qu'ils peuvent être reliés à votre système de logiciel libre? Parce qu'en cas de tsunami, il est évident que le capteur qui fonctionne avec Orange ou je ne sais pas quoi, il va disparaître. Alors, est-ce que cette liaison est déjà, ce lionnage, on peut dire, est déjà prévu? Alors, sur la Caraïbe, l'avantage qu'on a, c'est énorme, c'est qu'on est extrêmement influencé par la culture américaine, qui, sur l'open data, la transparence et la diffusion des infrastructures techniques, c'est dans la loi. Déjà, c'est obligatoire, et 2, c'est pas payant. C'est obligatoire que ce soit accessible à tous. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut avoir accès en ligne
aux marégraphes qui sont à la Désirade, en Martinique, en Guadeloupe, etc. Ça, les capteurs existent. Encore une fois, on ne va pas se substituer à l'État. Néanmoins, on a des agences comme le Centre euro-méditerranéen de sismologie qui nous prêtent du matériel, des accéléromètres qu'on retrouve dans les téléphones que l'on a dans nos poches, hein, et qui sont capables aujourd'hui de détecter des séismes de magnitude 3. Donc, quand on a des initiatives comme Quake Chasing Network, par exemple, c'est en fait un réseau de capteurs citoyens qui sont déployés dans des écoles, etc., l'idée, c'est de se dire l'année prochaine, avec Guadeloupe, avec des radioamateurs antillais, de se dire, et la région Île-de-France le financera, c'est d'acheter des capteurs qu'on va poser sur des lignes ADSL classiques, comme Guadeloupe l'a déjà fait sur des audits réseau, par exemple sur des sondes réseau, et de se dire qu'on va utiliser du matériel grand public, il y en a pour à peu près une trentaine à une cinquantaine d'euros, on ne parle pas par station, et de se dire, comme on l'a fait en Grèce avec ces différents instituts, comment on détecte des séismes avec les moyens numériques d'aujourd'hui sur des stations qui sont beaucoup moins chères, mais complémentaires des réseaux d'autorité existants. D'accord. Et comment on favorise l'adaptation des interfaces, c'est-à-dire qu'on fasse ça dans notre coin en tant que citoyen, c'est une chose, que l'État soit capable de l'utiliser, c'est encore mieux. Qu'on en parle aujourd'hui, c'est bien, qu'on commence à le faire quand je serai là cet été par exemple, et qu'on commence à prototyper, à souder, à développer, c'est encore mieux. Que les médias soient au courant. Surtout. Et que l'on puisse avoir des plateaux comme celui-là, on peut montrer pendant 5 minutes, pendant 10 minutes des initiatives techniques et technologiques. C'est dommage que vous n'ayez pas amené une petite antenne et des choses comme alors ça. On a les images, donc on les voit à l'antenne, un peu nos installations. J'ai vu la petite antenne. Voilà, 40 cm. Vous avez pensé à quelque chose pour Haïti? Haïti, alors moi je peux témoigner d'Haïti. J'ai commencé à faire ça suite au séisme d'Haïti. Ah, d'accord. J'étais en métropole et j'ai commencé à travailler sur l'humanitaire et le numérique avec OpenStreetMap, qui est un projet de cartographie libre, justement après Haïti. Aujourd'hui, on est à notre 4e mission d'imagerie drone. Aujourd'hui, on a des Haïtiens qui sont formés dans la communauté OpenStreetMap haïtienne, à Cité Soleil, à Canaan. On envoie des capteurs, on envoie des scientifiques pour justement cartographier, faire voler des drones au-dessus de Canaan, au-dessus de Cité Soleil, au-dessus de certains quartiers haïtiens, pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne peut pas toujours y rentrer, pour des raisons aussi de sécurité, parce qu'il y a une forte déforestation, beaucoup de ruissellement quand il y a des pluies, et donc on utilise Haïti aujourd'hui comme base arrière d'innovation sur les drones, parce que la législation française est extrêmement pointilleuse sur l'usage des drones, pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, qu'un drone tombe et blesse des gens ou provoque des accidents. Pas seulement. Voilà. Nous, on le fait avec la législation haïtienne qui est beaucoup plus souple, et ça nous permet de faire de l'imagerie infrarouge pour voir la végétation, ça nous permet de faire de l'imagerie normale pour voir un peu les maisons, les rues, les allées, les cartographier, mais aussi faire de la 3D et modéliser les maisons, modéliser le relief pour savoir où l'eau va ruisseler et quel va être l'impact de pluie et d'épisodes pluvieux sur Haïti. Donc l'innovation est en marche, elle est là, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Nous, on nous demande, alors moi depuis l'Île-de-France, mais je suis souvent ici, les élus, certains me connaissent et savent un peu ce que l'on fait. C'est malheureusement, et je ne blâme aucun sportif, aucun artiste, c'est beaucoup plus compliqué de promouvoir ce type de projet technique, c'est beaucoup plus compliqué de parler des médias sociaux et des réseaux sociaux sur ces projets-là. Que quand il y a des histoires malheureuses, quand il y a des accidents, quand il y a des concerts, quand il y a des événements sportifs, c'est beaucoup plus difficile à porter politiquement. Mais nous sommes là, nous continuons avec nos moyens. Une opération comme celle-là pour nous, sur Carib Wave, c'est 12 000 € de budget, donc pratiquement 9 000 € de transport et de logistique. Le reste, c'est de la radio, ce sont nos sponsors, c'est la RATP, c'est la région Île-de-France, c'est des TPE, des PME qui ne sont pas toujours confrontés à ça, mais qui sont de bonne volonté, qui nous aident. Non, c'est juste pour finir là où l'intelligence collective, citoyenne et numérique prend tout son sens en fait. C'est tous ensemble, chacun met sa pierre à l'édifice et on peut faire des choses vraiment, un maillage du territoire. Complètement. C'est incroyable en fait. Et au Fab Lab, moi c'est une des choses qui m'a beaucoup ému en décembre quand je suis revenu. Le Guadeloupe, mais Olivier pourra beaucoup en parler beaucoup mieux que moi mais au niveau du Fab Lab de Jarry, c'est que c'est la mixité en fait des compétences et des personnes qui fait le succès d'opérations comme celle-là. Avoir des femmes, avoir des jeunes, avoir des personnes âgées, avoir des techniciens, avoir des ébénistes, avoir des artistes, avoir des sportifs. L'INEG
ni blancs, ni indiens. C'est ça qui fait la force en fait des communautés techniques. Où en fait, ce qui nous réunit là, c'est la technique et il n'y a pas de barrière. La convivialité. Et de la convivialité, évidemment. Et c'est un peu ça la force, c'est qui casse un peu nos clivages, quels qu'ils soient, politiques, religieux, etc. Un site internet ou une adresse justement. Oui. Donc le Guadalugue a un site guadalugue.org, gwadalugue.org, et on invite toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de problématiques, aussi bien le logiciel libre que des participations citoyennes. On organise chaque mois à 2 pas d'ici un hackpéro. C'est-à-dire un apéro entre hackers, mais le avec niveau Guadeloupe Tech, avec Guadalugue. Sachant qu'il y a des gens de Guadeloupe Tech, moi-même aussi membre de Guadeloupe Tech, qui participent à ça. Et en plus, donc, on a récemment ouvert sur Jarry un Fab Lab, c'est-à-dire que c'est un hackerspace avec des machines, des gens qui bricolent, qui participent ensemble à des projets. Donc j'invite tout le monde à consulter le site guadalugue.org, à nous rejoindre à l'occasion d'un hackpéro, c'est le 2e mardi de chaque mois. Et le vendredi soir, on fait en général une nocturne au Fab Lab. Donc il y a aussi des jeunes de l'université qui viennent, où là ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment l'occasion de rencontrer. Il faut être initié ou bien ou pas. À partir du moment où on a passé la porte, on est initié. C'est l'occasion de se former, de découvrir. Je passerai voir. S'il y a de la lumière, je passerai voir. C'est une association, il n'y a aucune barrière à l'entrée. À partir du moment où on est venu, on veut revenir, on est bienvenu. D'accord. Que Céline, moi j'étais ravie d'avoir ces deux messieurs. Moi j'ai testé déjà, je suis ressortie vivante. D'accord. Elle a pris de l'avance sur mon Linux, alors d'accord. Non, mais simplement les remercier d'être venus en exclusivité, il faut le dire. Oui, comme d'habitude, tu sais, on ne fait que de l'exclu ici. Merci à vous. À Gaël Musquet et à Olivier Watté. De toute façon, on va garder l'adresse guadaluguesfacile.org. Et puis c'est Linux, merci aussi. De rien, Danick. Voilà.